René Guénon, Le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Chapitre 14. Le serment dans le théosophisme. Une des choses que l'on reproche le plus souvent aux sociétés secrètes, et en particulier à la franc-maçonnerie, c'est l'obligation à laquelle elles astreignent leurs membres de prêter un serment dont la nature peut varier, ainsi que l'étendue des obligations qu'il impose. C'est dans la plupart des cas le serment de silence, auquel se joint parfois un serment d'obéissance aux ordres de chefs connus ou inconnus. Le serment de silence lui-même peut concerner soit les moyens de reconnaissance et le cérémonial spécial en usage dans l'association, soit l'existence même de celle-ci, ou son mode d'organisation ou les noms de ses membres. Le plus souvent, il s'applique d'une façon générale à ce qui s'y fait et s'y dit, à l'action qu'elle exerce et aux enseignements qu'on y reçoit, sous une forme ou sous une autre. Parfois, il y a encore des engagements d'une autre sorte, comme l'engagement de se conformer à une certaine règle de conduite qui peut, à bon droit, paraître abusif dès lors qu'il revêt la forme d'un serment solennel. Nous n'entendons pas entrer ici dans la moindre discussion sur ce qui peut être dit pour et contre l'usage du serment, surtout en ce qui regarde le serment de silence. La seule chose qui nous intéresse présentement, c'est que, si c'est là un sujet de reproche qui est valable contre la maçonnerie et contre beaucoup d'autres sociétés plus ou moins secrètes, sinon contre toutes celles qui ont ce caractère, il est également valable contre la société théosophique. Celle-ci, il est vrai, n'est pas une société secrète, au sens complet du mot, car elle n'a jamais fait mystère de son existence. Et la plupart de ses membres ne cherchent pas à cacher leurs qualités. Mais ce n'est là qu'un côté de la question. Et il faudrait avant tout s'entendre sur les différentes acceptions dont est susceptible l'expression de société secrète, ce qui n'est pas extrêmement facile si l'on en juge par toutes les controverses qui se sont déroulées autour de cette simple affaire de définition. Le plus souvent, on a le tort de s'en tenir à une vue trop sommaire des choses. On pense exclusivement au caractère de certaines organisations. On s'en sert pour établir une définition et ensuite, on veut appliquer cette définition à d'autres organisations qui ont des caractères tout différents. Quoi qu'il en soit, nous admettrons ici comme suffisante, tout au moins pour le cas qui nous occupe, l'opinion d'après laquelle une société secrète n'est pas forcément une société qui cache son existence ou ses membres, mais est avant tout une société qui a des secrets, quelle qu'en soit la nature. S'il en est ainsi, la société théosophique peut être regardée comme une société secrète, et sa seule division en sections exotériques et sections ésotériques en serait déjà une preuve suffisante. Bien entendu, en parlant ici de secret, nous ne voulons pas désigner par là les signes de reconnaissance, aujourd'hui supprimés comme nous l'avons dit, mais les enseignements réservés strictement aux membres, ou même à certains d'entre eux à l'exclusion des autres, et pour lesquels on exige le serment de silence. Ces enseignements semblent être surtout, dans le théosophisme, ceux qui se rapportent au développement psychique, puisque tel est le but essentiel de la section ésotérique. Il est hors de doute que dans la société théosophique, il existe des serments des différents genres que nous avons indiqués, puisque nous avons là-dessus le témoignage formel de Madame Blavatsky elle-même. Voici en effet ce qu'elle dit. Ouvrez les guillemets. Nous n'avons franchement aucun droit de refuser l'admission à la société, et tout spécialement à la section ésotérique, dont il est dit que celui qui y entre est né de nouveau. Mais si un membre, malgré le serment sacré qu'il a prêté sur sa parole d'honneur et au nom de son moi immortel, s'obstine après cette nouvelle naissance et avec l'homme nouveau qui doit en résulter, à conserver les vices ou les défauts de son ancienne vie et à leur obéir dans le sein même de la société, il va sans dire que très probablement on le priera de renoncer à son titre de membre et de se retirer. Ou s'il refuse, il sera renvoyé. Fin de citation. Il s'agit ici de l'engagement d'adopter une certaine règle de vie, et il n'y a pas que dans la section ésotérique exclusivement qu'un tel engagement soit exigé. On rouvre les guillemets. Il y a même quelques branches exotériques, publiques, dans lesquelles les membres prêtent serment sur leur soi supérieur, de mener la vie prescrite par la théosophie. Fin de citation.
Dans de pareilles conditions, il sera toujours possible, quand on voudra se débarrasser d'un membre gênant, de déclarer que sa conduite n'est pas théosophique. Du reste, on range expressément parmi les fautes de cet ordre toute critique qu'un membre se permet à l'égard de la société et de ses dirigeants. Et il paraît en outre que les effets doivent en être particulièrement terribles dans les existences futures. Ouvrez les guillemets. J'ai remarqué, écrit M. Leadbeater, que certaines gens, ayant témoigné à un moment donné le plus grand dévouement à notre présidente, Madame Besan, ont aujourd'hui complètement changé d'attitude et commencent à la critiquer, à la calomnier. C'est là une mauvaise action dont le karma sera bien pire que s'il s'agissait d'une personne à qui il ne devait rien. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas le droit de changer d'avis, mais si après s'être séparé de notre présidente, un homme se met à l'attaquer, à répandre sur elle de scandaleuses calomnies, ainsi que l'ont fait tant de gens, il commet alors une faute très grave, dont le karma sera extrêmement lourd. Il est toujours grave d'être vindicatif et menteur, mais quand c'est envers celui qui vous a tendu le coup de vie, ces fautes deviennent un crime dont les effets sont épouvantables. Fin de citation. Pour se faire une idée de ces effets, il n'y a qu'à se reporter 2 pages plus haut où on lit ceci. Ouvrez les guillemets. Nous avons pu constater que la populace ignorante qui tortura Hypatie à Alexandrie se réincarna en grande partie en Arménie où les Turcs lui firent subir toutes sortes de cruautés. Fin de citation. Comme Madame Besan prétend précisément être Hypatie réincarnée, le rapprochement s'impose. Et étant donné la mentalité des théosophistes, on comprend sans peine que des menaces comme celle-là doivent avoir quelque efficacité. Mais vraiment, était-ce bien la peine pour en arriver là de dénoncer avec véhémence les religions qui, au point de vue de leurs intérêts, n'ont rien trouvé de plus important et de plus pratique que de supposer un maître terrible, un juge inexorable, un Jéhovah personnel et tout-puissant au tribunal duquel l'âme doit se présenter après la mort pour être jugée ? Citation. Dans le bouddhisme ésotérique. Si ce n'est pas un Dieu personnel, c'est le karma qui se charge de sauvegarder les intérêts de la société théosophique et de venger les injures qui sont faites à ses chefs. Revenons aux déclarations de Madame Blavatsky et voyons maintenant ce qui concerne le serment de silence. Ouvrez les guillemets. Quant à la section intérieure, appelée actuellement section ésotérique, dès 1880, où a résolu et adopté la règle suivante. Aucun membre n'emploiera dans un but égoïste ce qui peut lui être communiqué par un membre de la première section, qui est aujourd'hui à un degré plus élevé. L'infraction à cette règle sera punie par l'expulsion. Fin de citation. Du reste, maintenant, avant de recevoir aucune communication de ce genre, le postulant doit prêter le serment solennel de ne jamais l'employer dans un but égoïste et de ne révéler aucune des choses qui lui sont confiées que lorsqu'il sera autorisé à le faire. Ailleurs encore, il est question de ces enseignements qui doivent être tenus secrets, ouvrez les guillemets. Bien que nous révélions tout ce qu'il nous est possible de dire, nous sommes néanmoins obligés d'omettre bien des détails importants, qui ne sont connus que de ceux qui étudient la philosophie ésotérique et qui, ayant prêté le serment du silence, sont par conséquent seuls autorisés à le savoir. C'est Madame Blavatsky elle-même qui souligne les derniers mots. Et dans un autre passage, il est fait allusion à un mystère en rapport direct avec le pouvoir de la projection consciente et volontaire du double ou corps astral, qui n'est jamais livré à personne, excepté aux chélas, qui ont prêté un serment irrévocable, c'est-à-dire à ceux sur lesquels on peut au moins compter. Fin de citation. Madame Blavatsky insiste surtout sur l'obligation d'observer toujours ce serment de silence, obligation subsistant même pour les personnes qui, volontairement ou non, auraient cessé de faire partie de la société. Elle pose la question en ces termes. Un homme, donc ouvrez les guillemets, un homme renvoyé ou forcé de se retirer de la section, est-il libre de révéler les choses qui lui ont été enseignées ou d'enfreindre l'une ou l'autre clause du serment qu'il a prêté ? Et elle y répond, ouvrez les guillemets,
Le fait de se retirer ou d'être renvoyé l'affranchit seulement de l'obligation d'obéir à son instructeur et de prendre une part active à l'œuvre de la société, mais ne le libère nullement de la promesse sacrée de garder les secrets qui lui ont été confiés. Tout homme et toute femme possédant le moindre sentiment d'honneur comprendra qu'un serment de silence prêté sur sa parole d'honneur, plus encore prêté au nom de son moi supérieur, le Dieu caché en nous, doit lier jusqu'à la mort, et que, bien qu'ayant quitté la section et la société, aucun homme, aucune femme d'honneur ne songera à attaquer une association à laquelle il ou elle s'est lié de la sorte. Fin de citation. Elle termine par cette citation d'un organe théosophiste où s'exprime encore la menace des vengeances de karma. Citation. Un serment prêté est irrévocable dans le monde moral et dans le monde occulte à la fois. L'ayant violé une fois et ayant été puni, nous ne sommes pourtant pas dans le droit de le violer de nouveau, et aussi longtemps que nous le ferons, le puissant levier de la loi de karma retombera sur nous. Fin de citation. Nous voyons encore par ces textes que le serment de silence prêté dans la section ésotérique se double d'un serment d'obéissance aux instructeurs théosophistes. Il faut croire que cette obéissance peut aller très loin, car il y a eu des exemples de membres qui, mis en demeure de sacrifier une bonne partie de leur fortune en faveur de la société, l'ont fait sans hésitation. Les engagements dont nous venons de parler ici existent toujours, aussi bien que la section ésotérique elle-même qui a pris, comme nous l'avons dit, la dénomination d'école théosophique orientale et qui ne saurait subsister dans d'autres conditions. Il paraît même qu'on oblige les membres qui veulent passer au grade supérieur à une sorte de confession générale où ils exposent par écrit l'état de leur karma, c'est-à-dire le bilan de leur existence dans ce qu'elle a de bon et de mauvais. On pense les tenir par là, comme Madame Blavatsky pensait les tenir par les signatures qu'elle leur faisait apposer au bas des procès-verbaux de ces phénomènes. Du reste, l'habitude d'accepter les ordres de la direction sans jamais les discuter arrive à produire des résultats vraiment extraordinaires. En voici un cas typique. En 1911, un congrès devait avoir lieu à Gênes, et il s'y rendit un grand nombre de théosophistes, dont certains venaient des pays les plus éloignés. Or, la veille de la date qui avait été fixée pour la réunion, tout fut décommandé sans qu'on jugeât à propos d'en donner la moindre raison. Et chacun s'en retourna comme il était venu, sans protester et sans demander d'explication. Tant il est vrai que, dans un milieu comme celui-là, toute indépendance est entièrement abolie.